Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de l'évaluation sur les actions mécaniques. Alors, cette première question, elle concerne les composantes d'une force dans un repère. Ici, on avait une force F1, attention, le repère à l'horizontale. On était sur Z, verticale Y. Donc là, quand je projette sur Y, l'angle alpha, j'ai bien le cosinus de 60 degrés. Et donc, quand je projette sur Z, cette fois, j'ai le sinus de 60 degrés. Ça, il faut absolument que vous soyez à l'aise avec les angles, les projections. Ça sera valable, bien sûr, pour ceux qui font ici, mais aussi en maths. Hein, c'est indispensable, ça. Hein, de bien se repérer. Vous utilisez la méthode que vous voulez. Là, si vous faites du Casse-Ottawa ou de cercle-trigot, peu importe, ça revient au même. On doit connaître, savoir projeter un vecteur dans un repère. C'est la base de beaucoup d'exercices. Ensuite ici, bah, c'est pareil, on avait cette fois, ensuite ici, on avait un axe X horizontal, positif vers la droite, et Y qui était inversé. Donc là, pour projeter sur Y, l'effort F2, a priori ça sera le cosinus. On est bien positif, hein, dirigé vers le bas, puisque Y est vers le bas. Et X, lui, sera négatif, et cette fois, c'est pas le cosinus, mais bien le sinus. Alors, l'effort exercé par un vérin. Tige de vérin, on a une pression ici, en bleu. À droite du piston, on vous disait, donc la pression, elle agit sur le disque ici, on vous le disait, donc on est de ce côté-là. On a un gros diamètre qui fait 50 mm, un petit diamètre qui fait 8 mm. Donc la section sur laquelle s'applique la pression, ça va bien être un disque avec un diamètre intérieur de 8 mm, un diamètre extérieur de 50 mm. Alors les formules du disque, de surface d'un disque, c'est pi r carré. Hein, je rappelle que c'est quand même du programme de collège, hein, pour ceux qui auraient oublié ça. Ou bah, là, souvent, quand on fait en mécanique ou dans le supérieur, on utilise le pi d2 sur 4. Pourquoi d2 sur 4? Parce qu'on a souvent directement le diamètre et ça nous évite de passer par le rayon. Tout était possible. Donc là, je vous le demandais en centimètres carrés, ce qui nous donnait 19,3 cm². Ensuite, l'effort exercé par le vérin. L'effort, par définition, c'est la pression multipliée par la surface. Alors, on a plusieurs unités qu'on peut utiliser. Hein. Si on utilise des pascals et des mètres carrés, qui sont celles-là les unités du système international, on obtient bien des newtons, qui sont donc des pascals multipliés par des mètres carrés. Donc il fallait passer la surface en mètres carrés, on trouvait la valeur de la force. Si on voulait utiliser les unités du mécanicien, on va dire, hein. Donc le mégapascal et puis le centimètre carré, donc on avait bien 0,6 mégapascal et puis l'unité en millimètres carrés. On obtenait le même résultat évidemment. Et puis une dernière unité que je déconseille, mais qu'on retrouve parfois dans certains exercices de mécanique, qui sont le bar multiplié par le centimètre carré, qui lui est égal à des décanewtons. Les trois étaient possibles. La première, ceux qui font physique doivent être plus à l'aise avec ça. Enfin, c'est vraiment les unités du système international. Un mécanicien utilisera celle-là. Ça revient au même. Hein. Il faut savoir passer des centimètres carrés au millimètre carré, au mètre carré, et des pascals au mégapascal, sachant qu'on vous donnait la relation ici entre un bar et 1 pascal. Alors, la partie moment exercé par une force. Ici, dans un premier temps, vous demandez de calculer les composantes de la force. Composantes de la force, ici, là, je les ai dessinées, Fx, Fy. Un angle de 40 degrés,
fx, ça nous donne donc 600 multiplié par le cos 40. En degrés, hein, il y en a plein qui me font des erreurs de degrés, de radians. Enfin, ils ont la bonne formule au départ, mais ils n'ont pas le bon résultat à la fin. Donc ça, faut quand même vérifier vos résultats et vérifier que vous êtes bien en degrés ou en radians, hein. Sur y, cette fois, la force elle est vers le bas. Là, si y est positif, on aura bien une valeur négative. Ensuite, je me suis trompé. On va d'abord faire le point C avant de faire le point B. Donc, le point C, on vous demande de calculer le moment au point A de l'effort généré par la force F. Donc, le moment au point A généré par F. On ne pouvait pas mesurer, enfin, c'était pas graphique. Là, ce qu'on voulait, c'était vraiment faire le calcul analytique. Et du coup, quel moment est exercé au point A par la force F? C'est uniquement la composante selon Y. Hein, la composante selon Y, on vient de la calculer. Donc c'est cette distance de 2 mètres multipliée par la composante selon Y. Il faut vraiment voir une force chaque fois comme la composante de deux forces. N'hésitez pas avec votre crayon, avec votre stylo à écrire ça, à la dessiner comme moi je l'ai fait. L'effort Fx autour du point A, il génère aucun moment. Il est aligné sur le point A, il n'y a aucune distance. On a uniquement Fy qui nous donne un moment. Quel est le signe de ce moment? Je vous rappelle, pour les signes, le signe positif, c'est quand x va vers y, quand y va vers z, quand z va vers x. C'est dans l'ordre de l'alphabet. X vers y vers z. Tout ça, c'est les sens positifs. Ou sinon, le sens positif, c'est aussi le sens trigonométrique, ou le sens négatif, c'est le sens horaire. Donc là, l'effort y autour du point A génère bien une rotation dans le sens horaire, dans le sens antitrigonométrique. Il nous donne bien un signe négatif sur le moment en A dû à la force F. Une fois qu'on a compris ça pour le moment en A, on peut faire la même chose sur le moment en O, en décomposant cet effort en deux efforts Fx, Fy, qui vont nous donner tous deux, au point O, deux moments. On va bien regarder le signe des moments. Donc, le moment au point O de la force F, c'est égal au moment au point O de la composante Fx, plus au moment au point O de la composante Fy. Je décompose ma force en somme de deux forces, deux vecteurs. Le moment au point O, c'est égal à de la force Fx, ça va être égal à 4 multiplié par la force Fx. Le sens négatif, on tourne toujours dans le sens horaire. Et puis la force Fy, elle va générer un moment de 2 multiplié par Fy. Toujours dans le sens négatif, les deux font tourner. Les deux forces Fx, Fy font tourner autour du point O, le système dans le sens négatif. Et bien après, tout simplement, je résous, hein. Faut vraiment voir ça comme une décomposition des forces. Bon, là c'était a priori un peu plus facile. J'attendais de vous quand même que vous placiez les pales au centre de gravité, globalement. Il y en a qui m'ont mis à l'extrémité des pales. C'est quand même un peu bizarre. Pareil pour le poids des panneaux. Il y en a qui m'ont mis complètement sur le côté. Le poids, quand même, c'est le barycentre, c'est le centre de gravité. C'est quand même souvent au milieu des structures, hormis des structures un peu spéciales. Mais là, globalement, le poids de la tour de Pise, il n'est pas au sommet à droite, quoi, hein, il est quand même au centre, hein. Le poids du kitesurfer, donc normalement on dit que c'est au niveau du nombril, hein, que le poids de l'homme s'applique. Comment on exprime graphiquement un moment ou un couple? La même chose avec une flèche double, hein. Et là, le moment, il va être
perpendiculaire à la couronne, pignon à l'arrière, hein, la couronne à l'arrière. Donc moi je l'oriente comme ça. Ça c'est pour signaler qu'on a un moment autour de cet axe-là. Alors là, l'écrasement du ressort, on vous demandait d'abord de calculer la masse du ressort. Bon bah P égale mg, ça c'était pas très compliqué. On trouvait 176,6 newtons. Et ensuite, eh ben, l'écrasement, donc l'écrasement c'est le L0 moins L, qui va être égal à la force, divisé par la raideur. Si on vérifie les unités, nous on nous donne une raideur en centimètres, donc ce serait quand même plus facile dans notre formule de mettre des centimètres. Si je mets des centimètres, c'est bien égal à des newtons que je divise par des newtons par centimètre, ça va bien donner des centimètres. Donc c'est bien homogène. On résout et on trouve un écrasement de 117,8 mm. Ensuite, pour les torseurs. Donc ça a posé pas mal de problèmes. Pour le premier exercice, alors on vous disait, pour une perceuse sans fil proposée, la force F de 50 N et le couple C de 10 Nm sur l'axe X schématise les actions mécaniques exercées par le mur sur l'extrémité du foret, au point B. Donc là, ce que j'appelle foret, c'est l'ensemble foret plus perceuse. Hein. J'aurais dû peut-être appeler ça l'ensemble foret plus perceuse. Peu importe, on a deux actions, on a le mur et puis bah, notre forêt ou forêt plus perceuse. On vous dit que les actions mécaniques du mur exercées sur le forêt, c'est égal à F et C. Donc mon torseur mécanique du mur sur le forêt ou sur la perceuse, au point B, il y a deux composantes, une force sur X et un moment autour de l'axe X. Alors la force, on vous dit du mur sur la perceuse, elle est dessinée là, 50 newtons, et négatif. Donc je peux le mettre négatif, ça c'est la consigne. Hein. On s'est donné, X est dans ce sens-là, la force est dans l'autre sens, c'est négatif. Ensuite, pour le moment, on vous dit que c'est 10 Nm selon l'axe X. Alors, est-ce qu'il est positif ou il est négatif? Alors là, le moment, ici, on regarde bien le sens, c'est Z qui va vers Y. Z vers Y, c'est négatif. Hein. Si on prend l'alphabet, X, Y, Z, après X, Y, après Y, il y a Z. Donc on augmente X, Y, Z. Et là, c'est l'inverse. On ne va pas de Y vers Z, mais on va de Z vers Y. Ça nous donne donc un signe négatif. Par contre, ça, j'ai écrit le torseur des actions mécaniques du mur sur la perceuse. Moi, ce que je voulais, c'était le torseur des actions mécaniques de la perceuse sur le mur. Donc ça, c'est le théorème des actions réciproques. Globalement, c'est la même chose, dans lequel on inverse le signe. Donc, je voulais un torseur où il y a des actions mécaniques uniquement des composantes selon x, 50 et 10. Ceux qui m'ont dit que c'était une ponctuelle, je les invite à prendre une perceuse et à mettre au bout de leur mèche, au bout de leur forêt, une sphère et essayer de percer. Hein. Puisque la définition de la ponctuelle, c'est une sphère sur un plan. Donc là, ça ne peut pas marcher, on ne pourra pas percer si on a une sphère sur un plan, on n'y arrivera jamais à percer. Donc là, ce n'est pas une liaison standard, ce n'est pas une liaison normalisée. Mais il y a quand même des efforts qui sont transmis. Ça ne fait pas partie du tableau des liaisons. Il existe d'autres actions mécaniques possibles entre les corps qui ne font pas partie du tableau des liaisons. Bon, ensuite les deux autres, et pas de grosses difficultés puisque c'est
c'est des éléments de cours. Ici, on voit que c'est une linéaire annulaire d'axe AX. Il faut voir que les mouvements possibles, il va y avoir 3 rotations qui vont être possibles ici. Donc si je peux tourner selon les 3 axes, ben, je pourrais transmettre aucun moment selon les 3 axes. Si je peux bouger selon l'axe X, je ne vais pouvoir transmettre aucun effort entre les deux solides S1 et S2. Donc j'ai 0 ici. Les seules composantes que je vais avoir, c'est YA et ZA. Il ne faut pas confondre les degrés de liberté, le tableau des degrés de liberté, et le tableau euh, du torseur des actions mécaniques. Je vous renvoie vers le cours, bien comprendre la différence qui est fondamentale entre les deux, puisqu'il y a une symétrie entre les deux. Là où on a des zéros sur les degrés de liberté, on a des valeurs sur le torseur des actions mécaniques. Et j'en vois aussi qui me mettent des moins, là. Les moins, ça n'a de sens, ça n'a pas de sens dans un torseur. C'est soit on a 0, soit on a une valeur. On n'a pas de moins, quoi. Ensuite, cette liaison-là. Alors, il y en a qui m'ont dit que c'était une pivot glissant. Alors, je les invite à bien réfléchir sur la forme, là. Est-ce que je vais pouvoir avoir une translation selon X? A priori, non. Il y en a qui m'ont dit aussi que c'était une liaison complète, une liaison encastrement. A priori, là, tel que c'est fait, moi, je peux tourner cette pièce dans l'autre. La pièce 4 dans 5, elle tourne. Donc on a bien une pivot, tout simplement, un petit peu bizarre. Il n'y a pas des butées comme c'est représenté sur le schéma standard, des butées sur les côtés, mais c'est la forme sphérique euh, qui bloque selon l'axe X. Du coup, le seul mouvement possible, c'est une rotation selon X. Donc, le seul mouvement possible, c'est une rotation selon X. Donc je vais me retrouver à ne pas pouvoir transmettre de moment selon l'axe X. Mais toutes les autres directions, je vais pouvoir transmettre des moments ou des efforts. Voilà. Alors ici, je ne précise pas le repère, X, Y, Z. On aurait pu, dans certains cas, on précise le repère souvent quand il y en a plusieurs. Quand il n'y a qu'un seul repère, c'est souvent pas nécessaire de le préciser. On peut le faire. Donc là, à ce moment-là, on aurait mis le A, non pas de ce côté-là, mais de ce côté-là, le A, et puis on aurait précisé X, Y, Z. Voilà, c'était tout. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, contactez-moi par mail. Je suis là pour vous aider, notamment ceux qui continuent l'année prochaine. Il faut vraiment que toutes ces notions de torseur, de force, d'action mécanique, de moment, de couple, ça soit maîtrisé pour partir sur de bonnes bases pour l'année prochaine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse faire la correction, vous corriger, bien comprendre, et on fera la suite sur l'Internet des objets, l'IoT, on fera la semaine prochaine. Euh, je vous laisse bien comprendre tout ce que je vous ai dit. Regardez plusieurs fois la vidéo s'il y a besoin, et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous n'avez pas compris. Je ferai tout pour vous aider à comprendre. Merci, à la semaine prochaine.